il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vivent, puis il y a des gens qui survivent. Et moi, je considère, et je pense que beaucoup vont considérer aussi qu'on a survécu. Je vais te présenter à voilà, tous ces personnes qui nous rejoignent tranquillement. Je voulais vous présenter Mehdi, l'homme 100 000 volts, voilà, pour plein d'énergie. Et deux, surtout quelqu'un qui a connu un parcours assez atypique, un parcours qui l'a amené à se surpasser, à aller au-delà de ses limites, un parcours qui l'a amené à faire preuve de certaines forces de caractère. Quand on dit caractère, ça peut être dans les tripes, mais c'est aussi dans la tête. Et Mehdi, donc, c'est quelqu'un qui a un tempérament, quelqu'un qui a su se créer un mental de gagnant, un super mental. Et donc, au travers du sport, mais aussi l'entrepreneuriat et sur la scène familiale. Mehdi, bienvenue. Merci, merci beaucoup. C'est Et très gentil de Mehdi, m'avoir invité. pour commencer un petit peu, te présenter, qui es-tu très simplement et quelle est ta passion dans la vie, tiens. Alors, qui je suis? Du coup, je m'appelle Mehdi Meknès, j'ai 27 ans. Actuellement, je vous appelle du Luxembourg, parce que je suis consultant senior pour le groupe PwC. Je suis ex-sportif de haut niveau, donc l'une de mes plus grandes passions, forcément, c'est le sport. J'ai été en équipe de France de judo pendant plusieurs années. J'ai été médaillé national et j'étais international français, cadet junior et universitaire. Et puis, moi, mes grandes passions, forcément, c'est le voyage. J'ai eu l'occasion d'étudier à Taïwan, de travailler au Chili. Et aujourd'hui, bon, bah là, je suis au Luxembourg, donc ça ne dépayse pas forcément, mais bon, il y a quand même quelques différences, notamment culturelles, un petit peu du fait que tout le monde vient de partout. Donc, c'est super, c'est génial. J'adore pour l'instant. Le judo, passion pour le voyage. Et au niveau professionnel à faire, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie maintenant? Qu'est-ce qui t'amène au Luxembourg? Alors, oui, justement, bah, c'est le poste que j'ai chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers, en tant que consultant senior en corporate finance. Donc, du coup, je traite ce qui concerne les fusions-acquisitions d'entreprises, euh, sur aussi des due diligence de banques dépositaires. Enfin, on travaille notamment avec des fonds et des banques d'investissement, des banques dépositaires, des institutions financières européennes. Donc ça peut être divers et varié, hein. Là, en ce moment, je travaille sur une banque dépositaire et sur les due diligence et les checklists qu'elle a à faire pour tous les fonds qu'elle a en client. Donc voilà, c'est vraiment c'est très enrichissant, c'est très ciblé, hein. Mhm. Chose que je ne faisais pas avant de venir au Luxembourg, ça fait 6 mois que j'y suis. Mais c'est extrêmement intéressant, enrichissant, et puis ça me ressemble bien. J'ai voulu découvrir un petit peu ce que c'était. C'était un big challenge quand même, parce que je ne venais pas de ce secteur. Et ça m'a motivé. Je me suis dit, bah, certains y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Bah, j'y arrive. C'est un petit peu ta marque de fabrique, ça. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi, c'est ça, non? C'est pas faux. Ouais, bah oui, oui, en soi, oui, c'est pas faux. Ouais, et pourtant, c'est pour ça que je voulais justement que tu nous partages un petit peu ton état d'esprit, parce que quand on regarde un petit peu allez, si on regarde un petit peu quoi, tes origines, d'où tu viens, ton parcours, tes premières années, on peut comprendre que si eux, ils y ont réussi, moi, je peux prétendre à la même chose, mais pourtant, raconte-moi un petit peu d'où tu viens et pourquoi la vie t'avait pas forcément mis les meilleures dispositions dès le départ. Alors, moi, je suis né à Montpellier, dans le sud de la France, en 94, d'une maman algérienne et d'un père français d'origine algérienne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que je suis né à Montpellier et que ma mère est arrivée quelques années avant, avait rencontré mon père, euh, ça se passait bien les 3, 4 premières années, et avec la famille, bon, parce que c'était quand même des gens qui se connaissaient entre familles. Mon père et ma mère avaient des personnes en commun dans la famille. Donc, c'est un peu comme ça, je pense que le match s'est fait entre les deux. Et quand elle est arrivée, mon père a subi quelques petits déboires quand j'avais 3, 4 ans. Donc il a perdu mon grand-père, donc son père, et mon oncle, son frère, ce qui l'a poussé un petit peu à perdre pied, et notamment à tomber dans l'alcool. On s'ensuit des violences, des unes de journal, au journal,
de kidnapping, etc. Enfin, c'était vraiment très très rude, très compliqué, une maison brûlée. Donc ma mère, il y a eu un gros clash avec la famille de mon père et ma mère. Ma mère, elle s'est dit, bah, quitte à être seule et à vivre seule avec mon fils, je préfère ça que cette vie très difficile. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est resté de ça, c'est notamment une phrase qu'a pu dire ma grand-mère à ma mère quand j'étais tout petit et qui lui a dit, si tu ne restes pas avec nous si tu restes pas ici, euh, vous finirez, enfin, vous serez des clochards et personne, enfin, vous deviendrez personne ici, quoi. Hmm. Et, euh, et très jeune, bah, après moi j'étais très sensible à ce qui se passait à l'époque, hein, parce que forcément quand on vit des choses comme ça, soit on se renferme en tant qu'enfant, soit on est très éveillé. Et je pense que moi j'étais très éveillé, car très sensible à ce que vivait ma mère, parce que c'était extrêmement difficile. Donc voilà, à l'âge de 4 5 ans, j'essayais d'être son soutien, d'être là pour elle quand elle pleurait, de toujours la prendre dans mes bras. Alors que j'étais petit, enfin, ça me touchait aussi, je pleurais aussi, hein. C'était très très difficile. On arrivait sur Paris. Hmm. Euh, Puis là, on se rend compte que en France, quand on n'a pas de logement, on ne peut pas avoir de travail. Quand on n'a pas de travail, on peut pas avoir de logement. Hmm. Donc du coup, on se retrouve très vulgairement dit, mais à la rue, Hmm. dehors. Donc d'hôtel social en hôtel social, à des gymnases, à parfois dehors. Donc c'est rude, c'est très très rude. Et comme je le disais en fait pendant le talk, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vivent, puis il y a des gens qui survivent. Et moi je considère, et je pense que beaucoup vont considérer aussi qu'on a survécu. On a survécu. Hmm. Ouais, c'est parti de là. Enfin voilà, vraiment le centre de l'histoire. Et derrière, bah, ça a été bagarre sur bagarre. Enfin, c'était vraiment au jour le jour. Fallait s'en sortir. Et coûte que coûte, on y arriverait, mais il fallait juste trouver comment. Ouais. Et c'est là le déclic, quoi. Ouais, donc ça, c'est toute ton adolescence, ton enfance, ton adolescence. Voilà, c'est déjà entre guillemets une bagarre. Il faut trouver des solutions. Ouais. Il n'y a pas le choix. Y a pas le choix. Et à un moment donné, donc les études se passent, mais toi, là où tu t'exprimes, j'ai le sentiment, et tu nous as parlé tout à l'heure du judo, c'est sur les tatamis que tu te révèles un peu? Bah oui, oui, en fait, ma mère étant elle-même sportive de haut niveau à l'origine, elle était Mhm. en équipe nationale en Algérie quand elle était encore là-bas. Elle voulait mettre à l'athlétisme, sauf que comme elle était très mère poule, elle voulait pas que je cours, il fait froid, enfin c'est compliqué. Et puis je me suis fait retirer les amygdales, on m'a dit que je faisais de l'asthme chronique, donc vraiment j'étais un enfant qui était très 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 souvent malade, donc elle s'est dit, nous, enfin, entre-temps on a trouvé un logement social, ils nous ont attribué après un an dehors un logement social dans le 20e, un peu plus au-dessus de Belleville, vers Place des Fêtes. Et, euh, et donc, du coup, elle m'a dit, bah non, hors de question que tu fasses de l'athlétisme ou du foot, parce que je voulais faire du foot moi quand j'étais petit. Mhm. Comme tous les gamins. Ah oui, oui. Alors, surtout que dans un quartier, les gens font que ça, jouer au foot. Donc, et voilà. Mais après, c'était un quartier très, très difficile. J'avais subi quelques violences là-bas. Je venais d'arriver, j'étais encore très doux, enfin, très gentil. J'étais pas prêt à recevoir cette adversité. Donc ma mère, elle s'est dit, on va faire une pierre deux coups, on va le mettre dans un sport qui est fermé, enfin dans un endroit clos, et un endroit où il peut apprendre quelque chose pour se défendre. Mais elle voulait pas que ce soit trop violent non plus, et quand on est petit, le judo, bah, c'est très mignon à regarder. On fait des roulades, et donc bah, elle m'a mis dans le judo. Et moi, je voulais pas les 3 4 premières années, vraiment, j'y allais à reculons. Et en fait, c'est grâce à mon entraîneur qui s'appelle Julien Nabarra, qui lui a persisté et qui a négocié en fait, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer le club, au final il coûtait quand même 300 € par l'année. Ça paraît rien dit comme ça, hein, enfin, mais c'était énorme, enfin, c'était très dur pour ma mère à payer. Et lui en fait a contribué en fait de sa propre poche pour, alors qu'il était jeune, enfin il était plus jeune que moi à mon âge maintenant, quoi. Mhm. Parce qu'il s'est dit, lui, il a quelque chose que je ne voyais pas et que ma mère ne voyait pas non plus, Ah, mais c'est que lui marrant voyait. ça. Ouais, c'est vrai, hein. D'accord. Donc, il y a, bon, la vie déjà d'une, c'est compliqué au niveau social, etc., financier, Ouais, et tout. Bon, au niveau affectif, il y a un maman qui est là et je pense qu'il y a des liens qui sont très, très forts entre toi et ouais. elle, mais en même temps, elle veut te protéger, d'autant plus que toi, au niveau santé, c'est pas la grande forme, visiblement. Enfin, il y a quelques petits soucis à régler. Mais bon, malgré tout, tu arrives avec cette flamme en toi, ou du moins quelqu'un qui croit en toi sur les tatamis, alors. Exact, mais c'est ça, mais en plus,
Au final, c'est un peu, enfin, avec l'expérience, je comprends qui je suis et quel genre de personne je suis, et dans Mhm. quelle mentalité j'ai grandi. Je suis quelqu'un qui puise mon énergie grâce aux gens qui sont autour de moi. Ouais. Donc réussir, c'était pour ma mère. Et étudier à l'école, essayer, enfin trouver un moyen en fait d'y arriver, c'était pour la rendre fière, pour qu'elle se dise que tout ce qu'elle a fait, c'était pas pour rien, pour la sortir de cette situation. Et quand mon entraîneur en fait a énormément donné pour moi et qu'il était le seul en fait à avoir confiance en moi, il est rentré dans ce cercle très fermé des gens qui sont capables en fait d'un regard ou d'une remarque de déception me faire sentir extrêmement mal. Et vice-versa, enfin, je cherchais leur reconnaissance, je cherchais leur fierté, et il est Mhm. rentré dans ce cercle extrêmement fermé des gens en qui je voulais avoir la reconnaissance et pour qui j'étais prêt à n'importe quoi pour l'avoir. Mhm. Donc c'est parti de là, ouais, c'est parti de là. Des 2 fois où il venait me chercher en face, enfin, c'est comme si c'était hier, hein, je devais avoir 11 ans, il venait me chercher en face de chez moi le matin de la compétition, alors que normalement on se retrouve tous à la compétition, sauf que nous on n'avait pas de moyen de locomotion, il venait me chercher en voiture à 6 heures du matin, je me réveillais pas, il restait 1 heure devant chez moi, enfin c'est infâme, enfin, c'est horrible. D'ailleurs si un jour il entend cette vidéo, j'aimerais m'excuser quand même. On la garde entre nous. Mais voilà. Mais non, mais c'est vrai que voir tout ça, ma mère m'a toujours dit, et moi je le vois comme ça. Enfin, j'avais pas mon père. Mon père, je l'ai jamais vu à cette époque-là. Enfin, en tout cas, je ne suis pas conscient. Pour moi, c'était vraiment une figure paternelle que j'avais. Et donc, forcément, quand j'ai commencé à prendre conscience en fait, des capacités que j'avais, que je me suis dit en vrai, je peux y arriver parce que aujourd'hui j'ai ce recul pour dire oui, il faut pouvoir regarder les ressources qu'on a pour pouvoir aller les chercher et être sûr de soi. Parce que quand j'avais 12 ans, bah, je savais ce que je voulais, mais je savais pas qu'est-ce que j'avais pour y arriver. Et Mhm. je me cherchais. Et en fait, le grand déclic, ça a été une compétition que j'ai eue quand j'avais 13 ans. Donc j'étais minime 2. Mhm. Au judo, c'est les catégories d'âge. J'étais minime 2. Il y avait un critérium départemental. En demi-finale, je prends un mec, et enfin, le détail est important parce que ça joue sur ça. En demi-finale, je prends un mec sur ce critérium 1 qui me bat jusqu'à 3 secondes de la fin, et les 3 dernières secondes, enfin, je lui mets une tôle pas possible. Et j'avais l'habitude de gagner les compétitions, les petites compétitions à cette époque-là, parce que ça s'arrêtait au départemental. Mhm. Et je gagne, et donc je suis conforté dans le niveau que j'ai, etc. Critérium 2, un mois après, il me démonte en demi-finale en 15 secondes, il me met mais une rouste, vraiment 15 secondes. Je me dis ok, 1-1, c'est pas grave. Et là, championnat de Paris, donc un championnat officiel qualificatif pour les Îles-de-France. On se reprend en demi-finale et il me bat à 30 secondes de la fin, mais c'était très net, quoi. Enfin, vraiment, il me décolle. Et je sors, mais en larmes, et je regarde mon entraîneur ce jour-là, et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux de moi, mais je veux plus jamais perdre de ma vie contre ce mec. Mhm. C'était terminé. Et à l'époque, lui se battait, mais corps et âme, pour me motiver à aller m'entraîner à Levallois, qui était le plus grand club de France à l'époque, parce Mhm. que lui pouvait y aller, et il voulait me ramener avec lui en plus 1, en tant que jeune. Alors que c'était très difficile de faire venir des jeunes, mais c'était tellement dur que moi je voulais pas, c'était vraiment casse-gueule. On se faisait casser la bouche tout le temps là-bas, enfin, moi je voulais pas y aller. Et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux de moi, mais je veux plus jamais perdre contre ce type. Donc si je le prends aux Îles-de-France, parce que je m'étais qualifié en faisant troisième, si je le prends, je veux le déboîter, c'est terminé. Et donc je me suis entraîné, mais comme un malade, je souffrais, mais la mort là-bas. Et en fait, donc arrivent les Îles-de-France, j'étais en moins de 60 kilos à la base sur les départementales. Et en fait, par manque, on va dire, de rigueur, quand on a 13 ans, c'est difficile de faire des régimes. J'avais 600 grammes en plus, 500 grammes, enfin même pas, même pas. Et du coup, je suis surclassé dans la catégorie des moins de 66. Et quand on a 13 ans, 6 kilos d'écart, c'est énorme. Tu m'étonnes. Et je fais vice-champion Île-de-France. D'accord, donc Donc, tu changes de catégorie, tu as des plus balèzes que toi et malgré tout, tu fais deuxième, quoi. alors que j'avais fait troisième dans le département le moins fort à l'époque de l'Île-de-France, le département Quel de Paris. enseignement tu tires de ça? Parce qu'il y a déjà d'une, bon, c'est peut-être un peu jeune pour se faire tirer des enseignements quand on a 13 ans, mais quand même, toi, avec du recul, tu te dis là, puisqu'il y a un échec, et tout de Ouais. suite, sur cet échec, tu arrives à rebondir, toi. Ben, j'en tire 2 enseignements. J'en ai tiré un sur le coup. Hmm. Le premier, c'est ben, que je pouvais y arriver, hein. Le premier enseignement, que je pouvais y arriver. Et en fait, au-delà de que je pouvais y arriver, c'était plus que je pouvais vraiment tout faire. Là, Hmm. à ce moment-là, je me suis dit, mais C'est en là vrai, que tu as ce déclic, ouais. mais oui, parce que c'était tellement inimaginable à l'époque.
Mhm. Parce que moi, quand je suis surclassé en moins de 66, mon entraîneur, même mon entraîneur qui a toujours cru en moi, à ce moment-là, il s'est dit, mais en vrai, combat pour combattre, mais essaye de te faire plaisir, mais voilà Mhm. quoi. Et en fait, je pense que lui-même se rendait pas compte des progrès peut-être que j'avais fait. Et que combat par combat, en fait, au deuxième tour, je prends la tête de série, je le bats, mais de ça. Et puis on se dit, en vrai, il y a quelque chose à aller chercher là. Mhm. Et quand on arrive en huitième, quart de finale, il y a vraiment un truc à aller chercher, quoi. Je gagne tous mes combats sur la fin à chaque fois, mais je gagne. Et je passe, et je passe, et je passe. Puis j'arrive en demi-finale et je perds, je me fais torturer jusqu'à 30 secondes de la fin. Et là, je mets une grosse tôle. Et puis là, je suis en finale, quoi. Enfin, c'était incroyable. Sachant qu'au départ, en moins de 60 kilos, dans le département le moins bon, bah, je fais troisième. Mhm. Et donc bah là, je me suis dit, et j'étais la toute première médaille de l'histoire de mon club, tout petit club dans Paris. Et c'était incroyable, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, c'était Donc, tu fou. as un échec, tu te redresses de ça et c'est même un axe, c'est une motivation, c'est un peu la hargne, non, la Ça. revanche. Et du coup, après cette deuxième, voilà, dans mon toc, j'arrive et tout est possible derrière. Et donc, c'est Bah, derrière tout, les championnats, enfin, équipe de France, etc. Comment ça se passe bah rapidement? non, c'est pas comme ça, mais du coup, le deuxième enseignement est quasiment lié. C'était de me dire, eh ben, avec de l'entraînement, on y arrive. En Ouais. travaillant, on y arrive. Parce que Hmm. moi, je me reposais vachement sur les acquis que j'avais, sur voilà, j'étais doué, j'avais un petit truc, j'avais une hanche qui tournait bien, voilà, enfin, j'avais deux trois bons moves, sauf que ça suffisait pas. Enfin, il y avait ce plafond. J'ai gagné contre lui au premier critérium, mais en vrai de vrai, on refait le combat 10 fois, il me bat. Hmm. Et peut-être que lui, entre-temps, s'entraînait. Et moi, je me suis dit, bah, en vrai, tranquille, je l'ai sorti. Le résultat, c'est que je l'ai sorti. Et, voilà. Et là, non. Là, au charbon, à l'entraînement, à l'entraînement, à l'entraînement, en lâchant rien. Et en me disant que celui-là, enfin, limite en accrochant une photo de lui sur ma porte, en me levant tous les matins et en fracassant la porte avec la photo, bah, que ça paye. Et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, le travail, ça paye. Du Ouais. moins, bah, Hmm. si je décide de m'entraîner, ça marche. Ouais. Tu l'as Et appliqué donc, à l'école aussi, ça, ou pas? alors, à l'école, c'est vrai que c'est différent. On disait toujours de moi deux choses. La première chose, c'est que j'étais un élève perturbateur parce que je parlais énormément, mais que j'étais un élève moteur parce que du coup, même en parlant, quand on m'interrogeait, j'arrivais toujours à rebondir, à poser des très bonnes questions et à avoir toujours les bonnes réponses. Hmm. Donc, bon, ça m'a valu beaucoup de compliments sautés parce que je les ai pas eu au final. Parce que du coup, on me disait toujours peut mieux faire, beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. Mais j'étais un partisan du travailler le mieux, pas en faisant le moins, mais en étant le plus efficient possible. Hmm, hmm, hmm. Donc À l'école. c'est pas Et trop par contre, sur le tatami, là, entraînement, là, à fond, quoi. D'accord. exactement. Grâce au tatami, j'allais pouvoir quand même vivre quelque chose. Donc du coup, l'année suivante, je passe cadet, je me qualifie au championnat de France et je rentre en fait en structure, en pôle espoir, en Hmm. sport-études. Et là, on commence vraiment à être dans la cour des grands, où on est avec les meilleurs en fait de notre région, quoi. Hmm. Et en fait, en rentrant en pôle, et c'est quelque chose qui m'avait extrêmement marqué, j'étais KD2, donc KD deuxième année, il y a 2 années de KD. Et on parle, enfin, en fait, je me rappelle, on était dans le foyer et on discute tous. Et il y a les anciens qui parlent avec nous, les nouveaux, et qui nous disent, bon alors, c'est quoi vos objectifs? Il y en a qui disent se qualifier au championnat de France, il y en a qui disent passer deux trois tours, etc. Et moi, en fait, on me pose la question. C'était ma première année en pôle. Il y en a qui avaient fait 2 ans parce qu'ils avaient fait KD1, KD2. Moi, je voulais pas, je voulais faire juste la deuxième année de KD parce que je voulais rester chez moi pendant mes années de collège. Et donc là, on me dit, bah toi, c'est quoi ton objectif? Bah d'être champion de France. Hein, Hmm. d'être médaillé, quoi, enfin, d'être sur le podium. Et là, mais t'as tout le monde qui limite m'insulte, quoi. Enfin, t'es Hmm. sérieux, tu crois que c'est comme ça que ça se passe, tu crois que euh, tu vas arriver, première année de pôle, tu vas faire une médaille. Et la première, enfin, la première réaction que j'ai eue, je pensais que j'étais vraiment un alien. C'était de dire, je suis là pourquoi alors? Je suis pas venu ici pour espérer me qualifier au championnat de France, alors que je me suis déjà qualifié l'année d'avant. Parce qu'en général, KD1, c'est que quand on est très bon, que voilà, on passe des tours en championnat de France et que on arrive à se classer. Il y en a qui arrivent même pas à se qualifier au final. Mais moi, j'étais venu en pôle.
si j'avais quitté chez moi et si j'étais rentré en sport-études dans une structure Pôle Espoir, c'était pour être sur la boîte. Enfin, aucune autre option, quoi. Mhm. Et à ce moment-là, je me suis dit, alors il y a deux options. Soit il y a vraiment une différence entre ces gens-là et moi. Mhm. Il y a un truc, enfin, il y a quelque chose. Enfin, soit ils se voilent tous la face ici, quoi. Vraiment, ils se voilent tous la face ici. Mhm. Parce que sinon, personne ne serait là. Enfin, c'est pas possible. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas tolérer qu'on me dise je rentre en structure, je quitte les miens, je rentre en sport-études pour pas avoir une médaille à la fin. Enfin, c'est pas possible. Mhm. Donc, Donc, t'oses, t'oses dire ce que tu ressens au fond de toi. exactement. Et j'en Donc, ai soit eu. les autres, ils n'osent pas le dire, peut-être qu'ils le pensent, mais ils n'osent pas le dire, ou soit ils manquent de confiance en eux pour pouvoir se dire, je peux prétendre à ça, quoi. Tu vois, Cyril, je t'assure, ce jour-là, je le savais pas, mais c'était la première fois que je faisais face à ce que j'ai appelé le syndrome de l'humilité. Mhm. Ce syndrome de l'humilité, mais qui. Puis je voyais des gens où je sais, enfin, avec le temps, dans l'année, je les ai connus, parce que ça c'était tout au début de l'année. En one-to-one, quand on parlait ensemble, ces mecs-là, ils voulaient être sur la boîte. Ces Mhm. mecs-là voulaient être champions de France. Alors pourquoi devant les autres, ils le disaient pas? Mhm. Et moi, Pourquoi? je me suis trouvé comme un con, en fait, à le dire, La parce que peur je de me dis, l'échec, peut-être, la peur de ne pas pouvoir, de décevoir, la peur peut-être de plein de choses finalement. la peur de décevoir, je sais pas, mais en tout Peut-être tu cas, dis la le peur. syndrome de l'humilité. Ah oui, pour moi, c'est un syndrome de l'unité, c'est en fait ne pas se mouiller, Ouais. ne pas oser le dire pour que si je le fais pas, on me pointe pas du doigt. Mhm. Et bien, si je le fais pas, je le fais pas, tant pis. Mais, mais en tout cas, l'objectif, je le dis. Et D'accord. c'est Tu assumes le fait j'ai cet complètement. objectif et je le dis. Voilà. Et si j'y Tu as arrive pris pas, tant conscience pis. que c'est rare quand même. Tu en prends conscience là, à ce moment-là, que c'est Ouais, des gens qui n'osent pas dire leurs objectifs. ouais, c'est ça. Exactement. Et je pense que, et honnêtement, le pôle espoir de Bretigny cette année-là, c'était vraiment le meilleur pôle espoir de France. Hmm. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je me mouille pas en disant que le pôle espoir de Bretigny, comme forcément son vivier numéro un, c'est l'Île-de-France, parce que c'est le pôle espoir Île-de-France, bah, on a quand même des ressources et des mecs qui viennent chaque année qui sont vraiment monstrueux. Et on avait une génération, mais en or. Enfin, on raflait toutes les médailles en tournoi national, etc. Et véridique, hein, on était annoncé comme le pôle le plus prometteur sur les championnats de France. Et de tous les masculins qui étaient sur tous les podiums chaque fois en tournoi, etc., il y a eu une médaille sur le championnat de France. Une seule. C'était moi. Hmm. Donc est-ce que c'est un signe, un clin d'œil, ou je sais pas, révélateur en fait de ce qui s'est passé cette année-là? Parce que du coup, au final, en vrai, moi j'en suis persuadé, Hmm. quand on s'avoue pas, quand on n'est pas capable d'assumer l'objectif, Hmm. le jour où on y arrive, Hmm. Coup de chance. il nous manque ce truc, quoi. Il nous manque C'est un coup de bol, En fait, on ne s'imagine pas l'être, vu qu'on ne l'assume pas. bien sûr. On ne s'y voit pas. Hmm. Moi, c'était inconcevable que je repartais sans la médaille. Hmm. C'était inconcevable. Et en plus, peut-être le petit coup du sort qu'il y a eu, c'est que cette année-là, je n'ai pas gagné un tournoi, j'ai fait que troisième. À chaque fois sur la boîte, donc très régulier, mais j'ai toujours perdu en demi-finale. Donc j'ai eu un petit blocage sur la demi. Toujours perdu en demi-finale. Sur les championnats de France, mais c'est un coup de hasard, mais monstre, Cyril. Je reprends chaque mec contre qui j'ai perdu en demi-finale du premier tour jusqu'en demi. Mais chaque mec, quoi. Je les reprends un par un et je gagne à chaque fois à 30 secondes de la fin, mais je gagne. Je me Hmm. rappelle sur un quart de finale, je prends une clé de bras, j'étais pris, je croyais que j'allais me péter le bras. Et je me rentends dire, mais casse-toi le bras, mais tu n'abandonneras pas. C'est inconscient de dire ça, hein. Hmm. Mais c'était, je ne pars pas, enfin, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir, je ne peux pas finir sur ça. Pas Mon de plan B, entraîneur, c'est pas possible autrement, quoi. c'est pas possible autrement. Et en plus, mon entraîneur, avec qui j'ai grandi, quoi, était à l'hôpital ce jour-là et n'a pas pu venir me coacher sur les championnats de France. Et c'est mon entraîneur de pôle, Nicolas Motion, qui est aujourd'hui entraîneur du Paris Saint-Germain Judo, qui était sur la chaise et qui était lui sur la chaise toute cette année-là, en fait, parce que j'étais au pôle. Et lui savait, il savait que je préférais mourir sur le tapis. Je préférais vraiment mourir sur le tapis que d'abandonner ou que de lâcher l'affaire. Et au Hmm. final, ben, j'arrive à avoir cette médaille. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là enfin, j'étais tellement ému. C'était le résultat de tellement d'heures de travail, tellement d'heures d'entraînement. Sachant que vu que j'étais asthmatique à l'époque,
Je me suis tué sur les pistes à m'entraîner dans le froid, à avoir des remontées de bruit type et à faire des crises pas possibles. Et un médecin qui disait à ma mère, mais enfin, il peut y arriver quelque chose de très grave s'il continue, s'il s'entraîne, et moi, c'était pas possible. Vraiment, je préférais arrêter le sport. C'était me fermer peut-être l'une des seules portes qui me permettrait de m'en sortir. Arrêtez le judo, peut-être, parce que les tatamis, c'est plein d'acariens. Donc, moi, je suis asthmatique aussi. J'ai fait une année de judo, j'ai arrêté. Je suis allé à la Mais, mais, piscine après. c'était plus l'effort, le Ouais, problème. ouais, je Au-delà du comprends. tapis, D'accord. c'est l'effort, Toi, quoi. avec du C'était recul, toujours. tu dis j'ai réussi. Et donc là, c'est le début enfin, Voilà, des victoires, du succès, de toutes tes réussites après. c'est ça le début des équipes de France. Ouais. Ouais, équipe de France, etc. Mais donc, toi, moi, ce qui est intéressant, que je voulais partager aussi avec les personnes qui sont avec nous ce soir et qui écouteront aussi en replay, c'est t'en as tiré, toi, de tout ça, d'un enseignement. Et d'ailleurs, on t'a tiré un peu les verres du nez, Mehdi, pour essayer de trouver un petit peu ton message à partager, parce qu'au-delà de la persévérance, au-delà de l'échec, il y a derrière l'échec, il y a toujours le rebondissement, etc., la résilience, ok. Mais toi, tu nous révèles quelque chose d'encore plus fort, je trouve, parce que bon, déjà d'une, tu sais pourquoi tu le fais, tout ça. On a bien compris que c'était une motivation de l'extérieur, hein, on sait pourquoi, je ne me permettrai pas de le dire pour toi, c'est toi qui nous le diras. Mais voilà, toi, quel enseignement tu as envie de partager avec nous quand des fois c'est compliqué, quand des fois on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, justement, quand des fois on se trouve des excuses, et il y a lieu d'en avoir des fois des excuses, des explications. Qu'est-ce que tu as envie de nous enseigner par rapport à ça? Bah, pour être très honnête, et j'en avais parlé un petit peu, ces moments-là, c'est vraiment les moments les plus difficiles quand on est à se regarder dans le miroir et à se dire, bah en vrai, enfin, est-ce que je vais y arriver? Enfin, je peux pas y arriver, c'est pas possible. C'est bien de dire, je crois en moi, si je continue, si je persévère, je vais y arriver, mais à un moment, persévérer jusqu'à quand, jusqu'où, enfin, Mhm. c'est très flou. Bah, la vraie vérité, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je veux faire. Enfin, qu'est-ce que je veux faire et est-ce que je veux vraiment le faire. Est-ce que ma vie, je peux la dédier à y arriver. Et si on n'y passe pas par la porte, on y passe par la fenêtre. C'est vraiment ce côté, essayer de se recentrer sur ma personne, sur ce que j'ai au fond de moi, sur les ressources que j'ai au fond de moi. Et je le dis très souvent quand je parle avec des gens, et c'est très naturel en fait quand je discute avec des personnes qui me disent, non mais d'un réflexe, non mais ça c'est compliqué, c'est un peu dur. Et je lui dis, mais pourquoi? Et pourquoi c'est compliqué? Enfin, qu'est-ce qui te sépare en fait, toi, de ça? C'est quoi? C'est des diplômes? Tu peux les Mhm. passer, les diplômes. C'est quoi? Si c'est sportif, c'est quoi? C'est de l'entraînement, c'est du cardio. Enfin, tu peux quand même y arriver. Et puis, au final, en donnant tout, moi, par exemple, j'ai toujours dit, je me suis jamais caché, j'ai toujours voulu être champion du monde, champion olympique. Bon, j'ai- je suis pas champion du monde, pas champion olympique, mais aujourd'hui, je suis super fier de dire que je suis au moins champion de ma vie, quoi. Comment tu as fait pour être champion de ta vie? C'est tellement beau. Je crois que tu as une méthode en 3 points, en triangle, comme on dit d'ailleurs. C'est quoi les conseils? Ou plutôt, Et en fait, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, toi, ton schéma mental qui te fait en gros ouais, rebondir et être dans l'action, là, quand bien même les autres te disent c'est pas possible ou tu n'y arriveras pas, etc. C'est quoi ton schéma à toi? mais complètement. Bah, en fait, le schéma, je l'avais pas pour la blague, c'était le triangle du Bermuda, parce que voilà, si on le respecte, bah, on sera toujours tellement bien dans notre vie qu'on aura toujours besoin d'un Bermuda parce qu'on sera au soleil. Mais au-delà de ça, c'est plus, euh, il faut segmenter les choses. Moi, je me dis toujours, parce qu'on est dans un environnement où on échange énormément, on échange beaucoup, Hmm. les gens autour de nous parlent, enfin voilà, enfin, il y a vraiment une Hmm. interaction et on ne peut pas se dissocier de ça, c'est impossible. Hmm. En tout cas, on ne peut pas se boucher les oreilles toute la journée. Hmm. Par contre, le premier point que j'avais l'habitude de dire, c'est les autres, il faut toujours garder en tête que les autres pensent savoir. Quand ils s'expriment sur nous, sur une potentielle réussite ou non, ils pensent savoir. Et nous, souvent, et puis même, on a le réflexe de dire, je sais que, mais je te connais, mais non, 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 tu penses me connaître. Bah, je leur précise pas à chaque personne qui me dit ça, hein. Je dis, non, non, tu penses me connaître. Non, mais la vraie vérité, c'est qu'à un moment, je m'arrête et je me dis, non, ils pensent me connaître.
Mais la vraie vérité, c'est que moi, je sais mieux que lui. Mm. Donc, le premier point, c'est les autres pensent savoir. Mais moi, je sais. Et c'est Mm. vraiment, se le dire, ça fait toute la différence. Parce que, en fait, explicitement, en se le disant, on met une distance. Tu vois, on crée une distance. Une Et protection. non, voilà, exactement, une sorte de protection. Mm. Et en fait, c'est une vérité. Pourquoi ça nous protège? Parce qu'au fond, c'est vrai. Quand on se ment à soi-même, on se protège pas. Et on le sait, au fond. Mm. On essaye de fermer les yeux comme ça. Mais se dire, attends, mais lui, mais il me connaît d'où? Enfin, qu'est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il était avec moi quand j'ai grandi, quand j'ai... Il sait pas. Et ça, mais rien que de le dire, ça fait... Ok. Pourquoi? Et je l'ai illustré via un iceberg, parce que la vraie vérité, c'est que les gens nous voient, ils voient ce Mm. qu'on veut leur montrer dans notre quotidien, ils voient notre activité, ce qu'on fait, mais ils voient surtout, oui, ce qu'on fait. Et ce qu'on fait n'est pas ce qu'on est. Mm. Et je vais expliciter pourquoi c'est vrai. Parce que ce qu'on fait n'est que le reflet à l'instant T de l'effort qu'on a produit, et donc un tout petit peu de ce que l'on est au moment où on l'a fait. Sauf que l'expression être nul, elle est fausse. Parce qu'on peut être nul aujourd'hui. Pourquoi on juge qu'on est nul? Par quelque chose qu'on a produit. Si je m'entraîne, ce que je vais produire sera meilleur. Et donc, je serai bon. On voit bien que la variable, elle n'est pas stable. Parce que si je dis aujourd'hui, je suis un homme, ben, je suis un homme. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, si je dors, je me réveille, je ne suis pas une femme. Il y a des choses qui sont immuables, c'est un fait. Je suis brun, je reste brun. J'ai les yeux clairs, j'ai les yeux clairs. Je suis nul? Non. Je ne suis pas nul. Ce que j'ai fait est nul. Dissocier en fait ce que j'ai fait, ce que j'ai produit, ma production, et Mm. qui je suis, c'est extrêmement important. Et quand on n'est pas capable de faire... Et en fait, notre vocabulaire banalise Mm. beaucoup. Ah, je suis nul, je suis vraiment mauvais. Non. J'ai été mauvais, j'ai été nul, mais je ne suis pas nul. Le verbe être, il fige les choses en plus. Mais C'est complètement. dommage. Faut éviter ce mot de je suis ou tu es d'ailleurs. Ça fige les Et choses et comme tu dis, les choses sont pas immuables, elles peuvent bouger dans le temps et il y a ces éléments de variables où les actions qu'on mène peuvent être bonnes et des fois moins bonnes. Oui. complètement. Ouais. Et ça paraît des détails, mais c'est extrêmement important. Parce qu'au final, ça nous permet de nous dire, ok, là, j'ai pas été bon. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai au fond de moi, là, qui me permet de... Les leviers, je sais pas, m'entraîner, réviser, discuter, échanger. Voilà, qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre meilleur? Et c'est monstre. Enfin, c'est la vie, en fait. C'est ça, la vie. La vie n'est pas Ton figée. réflexe à chaque fois que tu as des personnes ou des événements qui te pourraient dire bah, j'ai pas été forcément bon, la première chose, c'est bah, ce que tu disais, c'est les autres. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, Ouais. mais ils savent, ils croient savoir s'il n'y a que moi qui suis mieux placé pour savoir. C'est le deuxième point, tu te dis justement, attention, tu es, c'est où ça fait partie du même point, le premier élément. On est toujours dans le premier élément, parce que D'accord? à partir du moment où on se centralise, Ouais, pour moi, vraiment, le point un, c'est se centraliser et parler de soi d'accord. et vraiment faire cette dissociation. Le deuxième point, en soi, c'est assumer. Et on en a parlé, en fait, tout à l'heure, mais c'est Hmm. vraiment assumer. À partir du moment, le premier point, c'est vraiment dissocier et dire, ok, je, j'ai pas été bon là, mais je veux faire ça. Et je sais que j'ai ce qu'il faut. C'est juste que j'ai pas été bon. Donc je vais faire en sorte d'être bon et, de, et de faire quelque chose de meilleur, de produire quelque chose à la hauteur de ce que je pense pouvoir produire. Ça, c'est vraiment la clé. Faire quelque chose à la hauteur de ce que je pense faire, Hmm. pouvoir faire. Et ensuite, à partir de là, si je suis persuadé que je peux produire quelque chose à la hauteur de ce que je peux faire, ben je l'assume. Hmm. Je l'assume et je m'en fiche de ce que pensent les autres. J'y arrive pas et enfin, tous les jours, mais à l'heure d'aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, Cyril, il y a des gens qui me disent que je n'arriverai pas à faire ce que je veux faire. Mais c'est un bonheur. Bah, quand on a l'habitude de fonctionner comme ça, c'est un bonheur parce que c'est juste challengeant. Tu as juste envie de dire, mais je t'oublierai pas.
Je t'oublierai pas. Crois-moi, je t'oublierai pas. Note bien ce que tu es en train de dire. Et je ferai en sorte que tu le saches au moment où je l'ai fait, pas pendant que j'y arrive, au moment où je l'ai fait. Et c'est Tu grâce à vois? lui que tu l'auras fait en plus. En plus, Et on parce le qu'il y a remerciera, je plein de crois. choses au final. Non, mais il y a plein de choses que je me suis mis en fait à encore plus y croire quand les gens m'ont dit que je n'y arriverais pas. Hmm. Parce que, tu sais, il y a des gens qui voient le verre à moitié vide en disant ouais, putain, mais tout le monde me dit que j'y arriverai pas, c'est vraiment que ça doit être dur. Et moi, je préfère me dire, ils me disent tous que j'y arriverai pas, donc ça veut dire qu'en vrai, si j'y arrive, ce que je fais, c'est énorme. Hmm. Encore plus valorisant. Génial, mais voilà, exactement. C'est-à-dire que de là où je pars, si vraiment j'arrive à relever ce défi-là, on ne pourra pas dire que je le mérite pas. On ne pourra pas dire que il y a si, non, c'est un fait. Je, je, je mets la barre ici et personne ne pourra la contester. Et en Hmm. fait, on y prend vraiment goût. Mais vraiment, on y prend goût parce que du coup, on voit ces mêmes personnes-là bah, reconnaître. Hmm. Et le fait de voir ces personnes qui disent que tu n'y arriveras pas, parce que ceux qui disent que oui, ils pensent que tu vas y arriver parce qu'ils voilà, ils commencent à te connaître, etc. Donc, ils le savent. Voilà, c'est bien. Mais voir ceux qui n'y croyaient pas reconnaître en fait que, ben oui, si, en fait, ça prouve que tu es sur le bon chemin. Mon objectif, c'est pas en fait de les faire mentir, juste les faire mentir pour les faire mentir et pour montrer que. Non, c'est que ça prouve que je suis sur le bon chemin. Et que ça prouve que je peux faire plein d'autres choses au final. Parce Hmm. que si je me limite, si je dois vraiment entendre tout ce qu'on me dit, le trois quarts du temps, c'est pour me dire ce que je n'arriverai pas à faire. Hmm. Et donc, en fait, si à chaque fois j'arrive à ouvrir ces portes-là, ben, j'ai juste qu'à regarder toutes celles qui sont fermées et à dire, mais en vrai, je peux toutes les ouvrir. Hmm. Et dans le Et fait le d'assumer, qu'est-ce que ça t'apporte justement le côté j'assume, j'y vais, c'est quoi, ça t'apporte quoi? C'était quoi en termes d'énergie justement, cette ben, forte. ben, ça soulage psychologiquement. Hmm. Ça soulage psychologiquement parce que euh, le garder pour toi, c'est dur. C'est comme un Mhm. secret. C'est comme. Mhm. C'est Mhm. dur à porter sur soi un secret. Non, Mhm. tu veux savoir ce que je veux faire? Ben voilà ce que je veux faire. Mhm. Ah, je l'ai dit, j'ai mis des mots dessus. Quand on le garde dans notre tête, on met pas de mots dessus. Et pour moi, tant qu'on l'a pas visé, tant qu'on l'a pas matérialisé par des mots, par quelque chose de concret, ça reste un rêve. Ouais. Ça reste un rêve. Un rêve qu'on observe juste. Quand on commence à le dire, quand on commence à le Ah. visualiser, Mhm. notre cerveau, il devient hyper rationnel. Ouais. Il devient hyper rationnel parce qu'à un moment, il en a marre de rêver et il dit, bah, attends, ok, t'arrêtes pas d'imaginer y arriver, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre le truc un peu plus réel? Concrètement, ouais. Voilà. Et en fait, tu te mets, en fait, au lieu de faire le chemin logique, en fait, bah, tu te mets, en fait, à imaginer les steps avant et à recréer le chemin, mais à l'envers. Mhm. À dire, voilà, bah, je veux être champion du monde. Pour être champion du monde, il faut faire les championnats d'Europe. Pour Mhm. faire les Europes, il faut s'entraîner, il faut faire les France. Et pour faire les France, il faut faire les Îles-de-France. Et aujourd'hui, j'en suis au départ. Mhm. Moi, je le refais. Et à chaque fois, il y a des entraînements. Et en fait, c'est un grand rêve démultiplié en plein d'objectifs qui, au final, Mhm. rendent l'objectif une ambition et pas un rêve. Et pour moi, en fait, ne même pas assumer ce qu'on veut faire, Mhm. c'est en être qu'au stade de rêvasser, quoi. C'est même plus un rêve, c'est rêvasser. C'est de Ouais, c'est temps en temps. intéressant ce que tu dis. Moi, j'aime beaucoup parce que des fois, on n'ose pas dire les rêves parce que par peur comme tu dis, hein, de se voir, par peur de paraître pour quelqu'un de fou, que sais-je, etc. Mais le fait de le dire, déjà, ça me permet de le matérialiser. Et ce que j'ai Ouais, beaucoup aimé dans ce que tu dis, c'est que déjà d'une, ça soulage, quoi. ouais, ouais. Ah, on se sent plus léger, quoi. C'est génial parce qu'en général, on a l'impression que c'est l'inverse. Si je le dis, on va se foutre de moi. Si je le dis, blablabla, etc. Et on n'aime pas les critiques, on n'aime pas tout ça. Sauf que il y a ce soulagement de le dire aussi, quoi. Prétentieux. Ça, on l'oublie, ouais. Hmm. C'est beau, ça j'aime bien ça. Prétentieux, ça. On a l'image du prétentieux, mais tu sais que c'est extrêmement français, hein. Hmm. C'est extrêmement français. Hmm. Parce qu'en voyageant, en étant là, on a eu la chance en fait d'avoir Fabien qui a donné son retour d'expérience sur quand il est allé aux États-Unis. Les mecs, On précise, hein, Fabien Gillot qui a été champion olympique, Fabien, capitaine ouais. de l'équipe de France de natation, c'est un des nageurs de Marseille. Aujourd'hui, un des ambassadeurs égérie de tous les athlètes français au JO. Donc, enfin, voilà, donc Fabien que tu as rencontré et donc. Ouais, les gars, ce mec n'a pas le bac. Enfin, il est un double master, il est à la tête de la conférence des athlètes, enfin du comité des athlètes olympiques. Hmm. Et il a deux masters. Enfin,
Ben voilà, enfin, si ce mec-là, avec l'abnégation qu'il a eue et puis toute la persévérance et Mm, l'objectif affiché en fait mm, d'être un champion, il mm, a réussi à réaliser tout ça. Et c'est qu'à un moment, on se met vraiment des barrières parce que moi, mm. quand je suis parti à l'étranger, les gens reconnaissaient ma valeur au travers des ambitions que je fixais et te donnent des clés, et te donnent des conseils, etc. Nous, on est très bon pour dire ouais, t'es sérieux, ben, c'est pas grave. On va essayer de tirer une ressource de ça. On Mm. va essayer d'aller chercher quelque chose derrière ça. Ouais. On va pas Donc toi, essayer à chaque fois. t'en fais une force justement. Bah, moi, voilà, t'en fais une force le fait d'avoir ces Ouais. forces, ces côtés obscurs. Bah, toi, ça t'apporte ton énergie, tu le fait de l'assumer. Et après, ça t'amène sur une troisième étape qui est laquelle? Parce que moi, bah, je l'ai pas en tête. J'aimerais bien que tu me la fasses découvrir La celle-là. troisième étape, c'est ne pas en vouloir à ces personnes-là. Ah, ouais, parce qu'on pourrait être un peu chafouin, aigri, revanchard. Bien sûr, évidemment. Cyril, là, t'es chez toi. Ouais, bienvenue. Voilà. Tu te sens bien chez toi. Oui. Super. Si je rentre là chez toi, là, Ah, t'es bienvenu. t'es gentil. Mais que je commence à te dire, ah, mais ton mur bleu, là, ton papier peint bleu, mais qu'est-ce qu'il est pas beau. Oui, En vrai, monsieur. mets-le en rose, il est magnifique. En plus, c'est les couleurs c'est grave à la mode, c'est super tendance. Et puis tes livres, je sais pas moi, mais prends une tablette, c'est du papier. Parce qu'en plus, quand on te dit que tu n'y arriveras pas, on te matérialise des arguments qui sont quand même Bah oui. cohérents. Tu vois, Hmm, on te dit pas, t'es nul. On te hmm. dit, mais tu penses quoi? Il faut y arriver, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, là, si je te dis, oui, tes livres, t'es sérieux? T'achètes des livres, Cyril? Mais tu penses pas à la planète? T'es vraiment un égoïste? Nan, nan. Et toi, tu te dis, putain, il a peut-être raison en vrai, enfin, l'écologie et tout ça et tout. Tu vois, c'est réel. C'est pas un mensonge en plus ce qu'ils disent. C'est vrai. Quand Hmm. ils disent, Oui, ah, non, tu vas mais pas y ouais, arriver c'est parce la que vérité, ça, oui. ils vont chercher des points en toi où tu sais, en fait, t'es conscient de ces faiblesses que t'as, mais ils te les mettent en exergue. Et si je te dis tout ça, là, t'es super bien, tu te sens bien chez toi, je te dis tout ça, tu dis, ouais, il a raison, putain, et tu changes tout, Hmm, et que t'es malheureux chez toi, hmm. est-ce que tu peux m'en vouloir? Et franchement, tu peux pas m'en vouloir. Ah, je serais bien bête de t'en vouloir, je m'en veux à moi, alors. Mais c'est Alors, c'est- c'est écoutez. ça. Parce que qui a pris le pinceau et a changé? Qui a jeté les livres? C'est pas moi. Je t'ai pas étranglé, bâillonné, et puis mis dans ta cave, et puis j'ai tout changé. Non. Hmm, C'est toi, de toi-même. Je suis sorti de chez toi. Voilà, j'ai bien lâché ce que j'avais à lâcher, ce que je pense sur le moment, etc. Et puis toi, t'as ruminé, t'as ruminé, t'as ruminé. T'as dit, ouais, non, il a raison. Et t'as tout changé. Et hmm. le résultat, tu Je te voulais sens pas faire bien chez toi. plaisir. Voilà. Tu vois, peut-être tu m'as écouté, moi c'était sur un moment. Et puis tu vas me dire ça, je vais te dire, mais mec, si t'étais bien chez toi, pourquoi t'as changé? Enfin, moi je t'ai juste dit ça comme ça. Et puis la poire dans l'histoire, c'est toi. Oui, Tu vois? c'est vrai, j'avoue, j'avoue. Et donc, faut pas que je t'en veuille alors. Mais tu ne m'en veux pas de penser ça. Hmm, Par contre, tu peux t'en vouloir si tu écoutes ce que je dis. hmm, Tu vois? Et ça, c'est pas beau. hmm, C'est pas beau parce qu'au final, tu perds énormément de temps parce que c'est jamais perdu, hein. Quand je dis ça, je dis pas que. Mais c'est juste que tu perds énormément de temps. hmm, Et le temps, quand on est sportif, c'est pas rien. hmm, C'est pas rien. Et le temps dans la vie non plus, c'est pas rien. Il est jamais trop tard. Mais quand on a les ressources pour faire, pourquoi s'en priver? Pourquoi c'est dommage. hmm, Parce que voilà, je l'illustrais via un combat de judo. Un combat de judo, ça dure 5 minutes. mhm. Même à 4 minutes 50, quand t'as pris un sapin de Noël, c'est-à-dire Yuko Azari, et que t'as 3 pénalités sur ton dos, il reste 10 secondes. S'il reste 10 secondes, c'est que tu peux encore, c'est que c'est pas fini, c'est que tu peux encore y arriver. Mais encore faut-il qu'il y ait un moment, Hmm, au fond de toi, dans ta tête, tu y crois. Tu te dises, mais même si tout le monde là, ici, se fait torturer depuis le début, il ressemble plus à rien, c'est une loque, il a plus de cardio, ben, tu crois en fait à cette attaque de la dernière chance où tu vas réunir tout ce que tu as au fond de toi et te dire, bah, ça fait 4 minutes 50 que je me fais fouetter par ce mec, mais il arrête pas de faire cette technique, ce truc-là, ce machin. Ben, tu réunis tout ce que tu as et tu te dis, en vrai, avec tout ce que je viens de prendre là de sa part, si je fais ça à ce moment-là, ben, je peux peut-être le battre. Tu vois. Mais si tu te dis pas ça, ouais, les secondes elles peuvent tourner, hein. hmm, On peut durer 10 minutes comme ça, tu n'y arriveras pas, hein. hmm. Donc ne pas en vouloir aux gens. Pas en vouloir parce qu'eux savent pas. Toi tu sais. Et en fait la boucle elle se rejoint là, tu vois. Bien sûr. Et on a bouclé. Exactement. Eux ils savent pas. Pourquoi tu leur en veux pas? Parce qu'au final ils savent pas. C'est toi qui Hmm, sais. hmm. C'est logique.
C'est tout à fait logique. Bah écoute, merci. Moi, du coup, je vais garder ma chambre bleue parce que finalement, j'ai accueilli tes objections. Moi, je l'aime bien en bleu. J'assume le fait que ce soit bleu parce que je m'y sens bien et je t'en veux pas parce que je suis content d'avoir eu ton avis sur ce bleu qui. Et je vais te dire un truc, Mehdi. Euh, il y a quelques temps, et c'est pas, je n'ai pas besoin de remonter à ma petite enfance pour ressentir ce que je vais te dire. Et ben en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu comme moi, qui sont un petit peu dans l'idée de bah ouais, mais je vais lui faire plaisir, il m'a dit ça. Donc on fait les choses par réaction et parce qu'on a été conditionné un petit peu comme ça. Tu sais, les drivers, quand on est gamin, fait plaisir à papa, fait plaisir à maman. Donc on fait les choses pour faire plaisir à l'autre. Et comme tu l'as très très bien dit, effectivement, il faut savoir déjà ce qu'on veut, hein, pour se penser à soi, être centré déjà un petit peu sur soi pour pouvoir après bah, mieux assumer ce qu'on veut, ce qu'on veut et ce qu'on est, ce qu'on veut faire. Et je reprends mes notes, hein, et justement pour accueillir encore mieux les objections des autres ou les contradicteurs, etc. Parce que ça peut être encore, comme tu l'as très bien partagé d'ailleurs, une force supplémentaire pour aller encore plus loin dans ses idées, dans ses convictions. Merci Ouais. Mehdi pour ces enseignements que tu nous partages. Tu l'as d'ailleurs révélé sur une conférence. Moi, je t'ai accompagné, j'ai eu le plaisir, l'honneur de t'accompagner sur ce talk. Avec du recul, cette prise de parole que tu as eue, alors je sais que tu es passé comme nous tous, hein, quand on a des challenges assez élevés, notamment celui de prendre la parole en public, c'est pas simple, c'est ce qui est le plus dur, je trouve, moi, hormis peut-être d'être devant toi sur un tatami, je pense que ça, je vais me prendre ça encore plus dur. Mais prendre la parole en public, on a tous peur parce qu'on est face à soi-même, on a peur d'avoir le trou, on a peur de ne pas intéresser les gens, on a peur de plein de choses. En fait, on est face à nous-mêmes. Toi, tu l'as fait l'exercice. Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement de toute cette préparation, de cette prise de parole? Et après, bah, finalement, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, ce que j'ai ressenti, une extrême fierté à la sortie. Mais mine de rien, j'étais extrêmement excité d'y être. Je savais que j'y arriverais. Et mais j'ai eu le sentiment, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Mhm. Bah, depuis en fait la dernière fois que je suis monté sur un tapis, on monte sur un tapis, on sait qu'on va devoir y aller, on sait qu'on va devoir se battre, et on sait qu'il y a de fortes chances qu'on gagne. Euh, mais on a ce truc. Mhm. Et ce truc, il est plus excitant qu'autre chose. Il Mhm. donne envie d'y arriver, il donne envie de le concrétiser. Et c'est parce que en fait, c'est pas une science sûre. Un combat, c'est pas une science sûre. Même si on pense gagner contre la personne en face, c'est pas sûr du tout. Il faut faire étape par étape. Ben là, la conférence, mais je savais que je pouvais y arriver, je savais que j'allais y arriver. Mais c'est pas une science sûre. Et c'est ce petit côté, en fait, incertitude, bah, qui met tout ce côté adrénaline. Et je pense que ça, c'est l'expérience de sportif en fait, que j'ai pu avoir par le passé qui permet de mieux gérer la pression. Parce qu'au lieu de se focus en fait sur, sur comment ne pas échouer, sur comment ne pas le rater, sur comment ne pas, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Non, moi je pense pas à ce qu'il faut pas faire. Moi je pense à ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que je dois faire? Mhm. Qu'est-ce que je vais dire de super cool? Qu'est-ce que je vais dire de bien? Qu'est-ce que je vais dire de motivant? Comment, en fait, comment je vais réussir à donner, en fait, à transmettre le sentiment que j'ai en moi à l'instant T, Mhm. au moment où je le fais. Pour moi, et en fait, le mot transmettre, il n'est pas anodin. C'est extrêmement important pour moi de transmettre parce que j'aurais tellement voulu qu'on puisse me tendre la main plusieurs fois durant mon parcours. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, hein, moi, aujourd'hui, je me cherche tout seul. Mhm. Le parcours que je fais, mais personne ne me l'a donné. Enfin, moi, le Lyon, je ne connaissais pas cette école il y a encore 6 ans, quoi, quand je suis rentré en première année. Les Big Four, je ne les connaissais pas il y a encore 4 5 ans, quoi. Enfin, je ne connaissais rien de tout ça. Et j'ai tout appris sur le tas. Une prépa, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, mais c'est incroyable. Enfin, j'étais dans un autre univers. J'étais dans l'univers du sport. Et ce qui est dommage, c'est que même collège, lycée, enfin, on ne nous parle pas. Mhm. Transmettre, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est la clé. Le plus dur n'a pas été le manque de ressources, le Mhm. manque d'argent, le manque de... Ça n'a pas été ça le plus dur dans ma vie, je trouve. Ça a été le manque de communication, la rétention d'informations. Mhm. Je parle avec plein de personnes qui ont un peu le même parcours que moi et on se le dit et on se dit mais c'est incroyable. La rétention d'informations. Comment, en ayant l'information, en ayant l'échange, en ayant quelqu'un en fait pour nous donner des conseils, on s'en rend compte en fait ce que ça représente la valeur d'une main tendue.
La valeur d'une attendue, elle change la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font conseiller par plein de monde. Il y a, je sais pas, moi, ils ont peut-être des proches, des oncles, leur père, leur mère, et ils ont de la chance, c'est extrêmement important. Il y en a qui leur jettent la pierre dessus en disant oui, fils à papa, fils à maman, mais demain, mon enfant, bien sûr, je vais lui inculquer des valeurs de travail, etc. Mais quel père je serai si je ne veux pas en fait lui transmettre en fait l'expérience que j'ai. Et je pense que c'est la plus grande richesse que je pourrais lui transmettre, c'est les erreurs que j'ai faites et puis l'orienter par rapport à ce qu'il a envie de faire et ce que je sais qu'il peut accomplir en fait. C'est ça la plus grande richesse. Hmm. Et, 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 et donc en vrai, bah, pour finir, c'est plus euh, qu'est-ce que je peux transmettre en fait aux personnes qui sont en face de moi pour essayer d'apporter un petit plus dans leur vie qui va pouvoir en fait leur permettre d'ouvrir les portes comme moi j'ai pu ouvrir mes portes, mais du coup tout seul en me cassant les phalanges dessus quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu as transmis finalement, si on devait conclure là-dessus, mais de plus fort ta maman? Ah, waouh, je vais me toucher là. Quand on parle de ma mère, je suis toujours un peu touché Ah, parce que et qu'est-ce que parle pas bien, on parle de ce qu'elle t'a transmis. en fait, c'est tout ce que je viens de dire. Enfin, Ouais. c'est l'espoir, l'espoir, Espoir. l'espoir, Hmm. vraiment l'espoir, ne jamais lâcher. Elle est partie tellement loin. Hmm. Et j'ai une admiration sans fin pour elle. Franchement, enfin, je me demande je sais même pas si j'aurais été capable de faire ce qu'elle a fait. Et elle m'a montré une force dans l'âme qui est, qui est forte, qui est puissante. Enfin, et c'est ça en fait. Je me dis, si elle a réussi à faire tout ça, mais qu'est-ce qui m'empêcherait d'y arriver? Hmm. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tellement tout ce qu'il faut pour y arriver que j'ai pas le droit de lui montrer en fait que je dois lui montrer en fait que je suis digne en fait de tout ce qu'elle a accompli pour moi quoi. Bah, te force pas plus que tu ne le fais, tu nous l'as transmis en tout cas. Moi, ce que je reçois, et je pense que les gens qui écouteront cet audio, ce webcast, seront unanimes là-dessus parce que tu nous as parfaitement transmis cette notion d'espoir. C'est un très beau mot que tu nous partages et en plus au travers de ton parcours et de tes enseignements que tu nous révèles, bah, on a de bonnes chances de pouvoir espérer encore un peu plus grâce à toi. Donc merci Mehdi pour cet espoir que tu nous as transmis. En plus cette méthode et puis tu as employé plein de mots qui résonnent pour plein de gens, je sais ici, qui étaient là et qui nous écouteront par la suite. Merci pour ça Mehdi et bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut Merci. te souhaiter maintenant pour Merci, la suite à toi? merci aux personnes qui étaient là. Qu'est-ce Franchement, qu'on peut te c'est souhaiter à toi Mehdi pour la suite? quand même merci. Hein. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut se souhaiter maintenant à toi en retour? Toi, tu nous as transmis beaucoup d'espoir et nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, Ouais, euh, eh ben de garder cette flamme que j'ai en moi et bon, j'espère et je pense la garder toujours, mais parfois c'est difficile. Parfois c'est, je Hmm. n'en ai pas parlé, mais parfois c'est très très dur. Parfois on est face à l'échec un peu, hein, on échoue parfois, et ben c'est de le garder et puis de recommencer ce schéma et puis garder cette flamme quoi. Garder mon Bermuda. Bah, tu peux compter sur moi, Mehdi, pour t'apporter l'oxygène qui ravive la flamme quand tu en auras besoin. Le jour où tu as besoin, t'hésites pas, tu as mon numéro de téléphone et ce sera avec C'est grand gentil. plaisir.